ce changement de qualité, c'est inenvisageable de revenir en arrière. Et puis j'ai également perdu ma licence Adobe. Enfin, perdu. Elle a expiré à partir du moment où j'ai quitté mon stage. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes miniatures sont souvent les mêmes. Je cherche une façon d'arranger ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que je trouverai. Mais du coup, pareil, je me suis aussi remis en question. Je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Mais bien sûr que oui, je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé autrement. Et enfin, dernière information, je vous ai tourné beaucoup de vidéos dans le vent. Et ça aussi, c'est très décourageant quand on enregistre beaucoup de vidéos, qu'on passe une demi-heure, une heure de temps à tourner des vidéos qui au final sont inexploitables. Mine de rien, ça met un petit coup au moral. Mais nous sommes de retour et j'ai une banque de vidéos un tout petit peu conséquente, donc je vais pouvoir quand même vous abreuver dans les prochains jours. Ne vous en faites pas pour ça, avec les meilleures intentions du monde. Je suis ravi de réapparaître. Je ne parle plus, je vous laisse attester de ma régularité ou non. Et nous on est tout de suite parti avec la première histoire qui s'intitule Lire, c'est dangereux. Salut. Il m'est arrivé un truc étrange quand j'étais plus jeune, et j'ai mis beaucoup de temps à en parler, et beaucoup de temps à me pardonner. Spoil alerte, je n'ai rien fait. C'est arrivé il y a vraiment longtemps. J'avais 13 ans, et ma grande passion dans la vie, c'était lire. Je lisais tous les jours, et le samedi, mon jour préféré de la semaine, j'allais à la bibliothèque de la ville d'à côté, soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. J'y passais environ 5 heures à lire, et une fois fini, j'empruntais une vingtaine de livres pour tenir toute la semaine. Comment ça, une vingtaine de livres? Mais ok, ça fait beaucoup là, non? Bref, pendant l'hiver, comme d'habitude, euh, j'ai quitté le bus avec mon gros sac à dos histoire de passer un samedi après-midi à la bibliothèque. J'avais une dizaine de minutes de marche entre l'arrêt et la bibliothèque, et beaucoup de passages piétons à traverser entre-temps. Sur l'un d'eux, une voiture s'est arrêtée pour me laisser passer, et comme je n'étais pas prioritaire, j'ai beaucoup insisté en remerciant la personne. Et comme le conducteur ne réagissait pas, j'insistais encore et encore. Au final, j'ai traversé toute la route en me confondant en remerciements et le conducteur n'a pas réagi à un seul, me fixant simplement derrière son volant. J'ai repris ma marche. Quelques secondes plus tard, une voiture est passée, vitre baissée. La même, évidemment. J'ai entendu la voix d'un homme hurler. Ça va? Je n'ai pas répondu. La voiture n'est pas passée sur la voie à côté de moi, mais sur celle encore de l'autre côté. Et surtout, même si j'avais voulu répondre, le conducteur ne s'est pas arrêté après sa question. Il a continué à foncer. Et comme il était parti, qu'il faisait jour et que j'étais bientôt à la bibliothèque, j'ai ignoré l'incident. Encore quelques secondes passent et j'entends la même voix crier. Oh, je t'ai posé une question. Dans les mêmes circonstances que la première fois. Circonstances, 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 circonstances. Enfin, presque les mêmes circonstances. Entre-temps, j'avais traversé, et la voiture était donc passée à côté de moi. C'est grâce à sa proximité que je l'ai vue tourner juste devant moi, à la rue perpendiculaire à celle où j'étais. Et comme j'étais très proche, j'ai très clairement vu qu'elle avait les feux de recul allumés. Autrement dit, j'ai suspecté qu'elle s'était arrêtée au croisement que j'allais dépasser à l'instant. Je ne me souviens pas avoir eu peur à ce moment-là, et plutôt que de contourner la ruelle, j'ai continué à marcher. Évidemment, j'avais eu raison. La voiture était arrêtée juste derrière le passage piéton, et en traversant, le chauffeur m'a interpellé. Je crois avoir essayé de l'ignorer, mais il était extrêmement insistant. Si insistant que j'ai finalement fini par me retourner. Aujourd'hui, je me rappelle seulement que son visage avait une forme de poire et qu'il portait un cache-oreille. Ça et le long manteau que je portais constituent les seuls éléments qui me permettent de situer l'histoire dans l'hiver. Il avait la vitre baissée, il me regardait et m'a demandé encore une fois si ça allait. Je lui ai répondu
Je ne sais plus si je lui avais donné mon âge. La discussion monolatérale a continué à un moment jusqu'à ce qu'il me demande de me rapprocher. J'ai refusé, et face à son insistance, encore, j'ai cédé. J'ai fait quelques pas vers lui jusqu'à être au milieu de la rue, à équidistance entre là où j'étais et sa voiture. Je me suis dit que premièrement, ici je serais plus repérable, et deuxièmement, si une voiture arrivait, comme j'étais au milieu de la route, je devrais bouger, et ça mettrait fin à la conversation. Finalement, j'étais assez loin de lui pour me sentir en sécurité, assez proche pour qu'il arrête d'insister. Concernant le dernier point, il n'a plus insisté pour que je me rapproche de sa voiture, certes, mais plutôt pour que je monte dedans. Et malgré ses supplications, j'ai refusé. Il insistait, je refusais, je disais qu'on m'attendait, que je devais partir et me dépêcher. Et lui insistait. Il disait qu'à l'intérieur on serait mieux pour discuter, qu'il ferait bon, moins froid. Je pense que j'avais peur de partir et qu'il descende de sa voiture. J'étais à 20 minutes en bus de chez moi, à 10 minutes de l'arrêt de bus le plus proche, à 100 mètres en ligne droite de la bibliothèque. J'ai continué à répéter que je devais partir sans bouger, et il a fini par accepter que je ne monterais pas, terminant par me demander mon numéro. J'ai évidemment dit que j'étais trop jeune pour avoir un téléphone, et j'ai enfin osé partir. De manière générale, je pense que je restais 5 heures à lire dans la bibliothèque. Il faisait nuit quand moi et mon sac rempli de livres en sommes sortis. Mais comme précisé, c'était l'hiver, donc il devait être 18 heures, pas plus tard. J'ai tenu ma mère au courant de mon parcours par, j'avais menti bien sûr, SMS. L'arrêt de bus duquel je venais se trouvait sur une rue, dans le noir, la nuit. Et quitte à marcher plus longtemps, j'en ai rejoint un autre, celui de la gare. Plus de lumière, plus de monde. J'ai marché un bon moment, attendu tranquillement, et je crois que la honte est arrivée à ce moment-là. J'ai regretté ma tenue, d'avoir accepté de parler, de l'avoir remercié trop longtemps, d'avoir traversé. J'avais peur, mais à cause de la honte, je n'ai pas osé prévenir ma mère, lui demander à ce qu'elle vienne me chercher. J'ai appelé une vieille amie, avec qui je n'étais plus en contact depuis très longtemps, car la distance entre nous est la seule chose qui m'a permis de dépasser la honte. Elle a répondu, et je lui ai raconté en attendant mon bus. Quand, toujours en ligne avec mon ami, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai entendu devant moi. Je savais que t'avais un téléphone. Il ne s'est pas arrêté, n'est pas descendu de sa voiture. J'ai pris mon bus et j'ai réussi à rentrer chez moi tranquillement. En écrivant ça, je réalise que s'il a pu m'attendre 5 heures, il a aussi pu suivre mon bus. Cependant, je n'ai jamais eu de nouvelles de lui, et s'il a continué à me suivre, je ne l'ai jamais remarqué. J'ai mis 5 ans à en parler à ma mère, autant de temps à accepter que je n'avais rien fait et que ça n'avait rien à voir avec moi. Aujourd'hui, bien plus de 5 ans plus tard, cette histoire me fait plus rire qu'autre chose, et il m'en est arrivé bien d'autres, donc je m'étonne toujours du temps que j'ai pu mettre à l'accepter. Et si vous voulez savoir, cette année-là, j'ai arrêté de lire. C'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Assez originale. J'ai bien aimé. On passe tout de suite à la suite, il n'y a pas besoin de faire mille et une réflexions. La seconde histoire s'intitule L'appel de la forêt. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Anna et j'ai 32 ans. En 2012, pour arrondir mes fins de mois étant étudiante, je bossais comme surveillante de nuit dans une maison d'enfants à caractère social, un foyer. Cette association a autour de la ville différentes maisons, des structures qui accueillent des enfants de 3 à 18 ans. Chaque maison est répartie par tranche d'âge, sexe à partir de 12 ans et groupe de 8 à 16 maisons. Groupe de 8 à 16 enfants par maison, pardon. Ce sont des jeunes placés par décision judiciaire qui ont souvent une histoire familiale compliquée. Il
J'arrive pour commencer ma nuit. Comme d'habitude, je me rends à l'étage qui est la pièce réservée pour la veille de nuit et qui est une pièce intermédiaire entre les deux maisons. Avec l'équipe éducative, nous faisons les transmissions afin de connaître les événements de la journée, s'il y a des choses importantes à signaler qui peuvent interférer avec la nuit, conflits, maladies, etc. Et cette nuit-là, rien à signaler de particulier. Pas d'enfants malades, ils seront 10 sur ma maison et 9 sur la seconde maison. À 22h15, ma collègue de nuit n'arrive toujours pas. L'équipe d'éducateurs encore présents attendent qu'elle arrive pour partir. Désolé pour le petit cut, je viens d'avoir une quinte de tout archi violente. À 22h35, nous recevons un appel du chef d'astreinte pour signaler que je serai seul ce soir sur les deux maisons, car l'autre surveillante a eu une urgence et qu'il n'y avait personne pour la remplacer. Les éducateurs partent et donc je suis seul sur les deux maisons cette nuit. Rien de bien grave, c'est déjà arrivé donc pas de soucis. Je m'installe sur la nuit, prête pour surveiller mes 19 petits. À savoir, nous faisons une ronde toutes les heures dans les chambres et nous aidons un peu à l'entretien des pièces de vie afin que le matin tout soit propre. C'est-à-dire que généralement, on passe un coup de balai et de serpillère dans la pièce de vie qui est salon slash salle à manger, la cuisine aussi. On vide le lave-vaisselle et on met en place le petit déjeuner, le café et tout ça pour l'équipe éducative qui commence à 6h. Comme précisé, cette maison est particulière car elle est jumelle, donc nous descendons toujours à tour de rôle afin qu'il y ait toujours quelqu'un à l'étage pour surveiller un public si jeune avec des enfants. Enfin, quand c'est. Non, non, pour surveiller un public si jeune, ok, point final. Après, elle a fait une phrase bizarre. À cette époque, étant étudiante, la nuit j'en profitais pour bosser mes cours sur mon ordi portable, lire, etc. Ce qui était vraiment le top et permettait d'éviter le coup de barre, car dormir n'est pas autorisé. Donc de 22h à 6h. 23h, RAS. Minuit, RAS. 1h, RAS. 2h, RAS. 2h30 par contre, étant seul sur les deux maisons, je ne fais pas l'entretien de la pièce de vie, car je serai trop longtemps absente de l'étage. Je vide le lave-vaisselle de la première maison et remonte. 3h, RAS. Aux alentours de 3h15, j'entends un très gros boom, mais étant situé en ville, je ne me suis pas inquiété. 3h30, cette fois, j'entends la porte du bas qui fait un bruit, comme si quelqu'un essayait d'entrer. J'ouvre la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Je ne vois rien, mais j'entends des bruits de pas. N'étant pas téméraire, sachant qu'il y a 19 enfants, je ne veux pas descendre. J'ouvre de nouveau la fenêtre. Cette fois, j'entends des gens parler, mais je ne distingue pas ce qu'ils disent. Les maisons ont des portes qui séparent l'escalier de l'étage, donc je prends le risque de fermer à clé les portes de chaque côté, sachant que ce sont les seules issues de secours. Au moment où je tourne le deuxième coup de clé, j'entends un énorme bruit de verre brisé et un très gros cri. À ce moment-là, je me dis merde. Je cours dans la salle de veille et appelle directement la police pendant que je suis en conversation avec l'opérateur dans l'escalier. Il y a d'autres cris et quelqu'un tambourine à la porte. Je distingue deux voix, une femme et un homme qui crient, menace. En restant au téléphone avec la police, je ferme les portes des chambres des enfants de ce côté, en espérant qu'ils ne se réveilleront pas. Je dis aux intrus que j'ai appelé la police et qu'ils arrivent.
les enfants sont réveillés. Il y a eu un capharnaüm assourdissant. Les enfants sont avec moi dans la pièce, donc on est tous agglutinés ensemble. Il y a des pleurs de partout, et c'est dur de distinguer ce qui se passe dans le couloir. Au bout de très longues minutes, de violents bruits de l'autre côté, des cris, puis le silence. Il y a un toc-toc à la porte, et une personne s'annonce comme policier. J'ouvre enfin la porte, et enfin, le soulagement. Les enfants sont contents de voir la police, mais continuent d'être inquiets. Je réalise qu'il n'est que 4h20 et je pensais que ça faisait au moins 3 heures que ça durait, mais non, moins d'1 heure. La police est arrivée sur place extrêmement vite. L'heure n'était pas aux explications mais à l'apaisement de tous les enfants, et surtout de les aider à rejoindre leur lit pour qu'ils puissent essayer de dormir. Le chef de service m'y en rejoint entre-temps, m'épaule dans l'accompagnement des enfants. La priorité, ce sont les enfants. 6 heures. La fin de ma nuit arrive. J'ai rédigé l'entièreté de l'intrusion pour le suivi et je raconte le récit aux éducateurs à leur arrivée. J'ai rendez-vous à 17h au commissariat de police pour donner ma version et en savoir un peu plus. Donc les intrus étaient les parents d'une fratrie de 3 enfants qui ont été placés 1 mois auparavant au sein du foyer. Père alcoolique, des antécédents judiciaires très lourds, violence, vol, séquestration, etc. Mère alcoolique, schizophrène et bipolaire. Ils voulaient absolument récupérer leurs enfants qui leur ont été volés par l'État. Ils ont défoncé avec une vieille camionnette le portail d'entrée. Puis le père était équipé d'une barre de fer. Ils ont utilisé la barre pour casser la fenêtre de la cuisine et s'introduire dans la maison. Puis l'extincteur dans les escaliers pour casser le verrou de la porte en haut. Ils ne savaient pas qu'il y avait un accès identique de l'autre côté, donc ils se sont focalisés d'un seul côté. Ils n'ont rien cassé en termes de mobilier. Dans la camionnette, il y avait des packs de coca, des couettes et des gâteaux. Leur plan était de récupérer leurs enfants et de partir vivre en forêt. Ils étaient sous différentes substances, plus alcool. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Aucun blessé. Les enfants n'ont pas su que leurs parents étaient derrière la porte. Le soir, je reprenais mon service pour continuer le remplacement de ma collègue. Fin de l'histoire. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Deuxième histoire, encore une fois pareil, très originale et très chouette. Et on s'apprête à passer à la dernière histoire qui s'intitule L'homme en rouge. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Siwa. Et mon histoire s'est passée lorsque j'avais 14 ans. J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre la décision de la poster, car à chaque fois que j'y repense, je suis vraiment mal à l'aise. Tout débute un mardi, et à l'époque, le mardi soir vers 18h, ma mère m'emmenait chez mon amie Ariana, car elle partait travailler à 18h et revenait aux alentours de 6h du matin. Ma mère était policière et travaillait de nuit le mardi et le jeudi soir. Mais ce jour-là, ma tante nous avait appelés pour nous prévenir du décès de ma grand-mère, ce qui avait fait l'effet de m'attrister plus que tout, puisque ma grand-mère était vraiment tout ce que j'avais avec ma mère. Donc dès que la vie scolaire avait annoncé mon prénom et qu'on m'avait annoncé son décès, ma mère est directement venue me chercher, car j'étais en pleurs et que je ne pouvais plus m'arrêter. Donc vous imaginez bien qu'à 18h, j'avais tout sauf l'envie d'aller chercher mon ami. D'aller chez mon ami, pardon. Après quelques négociations avec ma mère, j'ai pu rester à la maison, après avoir prévu Ariana que je ne viendrais pas ce mardi. Avant de partir, ma mère m'avait laissé un numéro sur le frigo, au cas où il se passerait quelque chose, je pourrais appeler. Je n'avais pas de téléphone portable à cette époque, mais je n'y faisais pas bien attention. Après tout, ça n'arrive qu'aux autres. Dès que ma mère partit, je suis allé m'étaler sur le canapé en regardant la télé, quelques larmes coulant sur mes joues dues au choc de tout à l'heure. Vers 20h, j'ai commencé à avoir faim, donc je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le micro-ondes, mais il n'y avait plus d'assiette que ma mère m'avait laissé dedans.
Lorsque j'ai pris la poignée de porte en main pour entrer dans cette fameuse chambre, mon instinct a pris le dessus et je suis redescendu en bas en sprintant dans les escaliers. Je ne sais pas ce qui se passait. J'étais comme possédé. Je me suis souvenu de ce qui s'était passé auparavant. Et je suis directement allé chercher le post-it avec le numéro que m'avait laissé sur le frigo. J'avais peur. Je ne saurais vous dire pourquoi. J'ai attrapé le téléphone fixe et j'ai ouvert la porte. Je suis sorti de la maison. Tant pis si j'étais en pyjama ridicule. Et j'ai couru le plus loin possible. Et j'ai appelé le numéro. Qui était en fait celui des voisins qui ont dû venir me chercher à des bornes de chez eux parce que j'étais vraiment parti loin. Ils ont appelé la police et ma mère. Et ils sont entrés dans la maison. Et comme par hasard, ma mère m'a raconté que la première chose qu'ils ont vue était cet homme, assis sur le canapé, en train de regarder la télé. Cet homme mangeait l'assiette que ma mère avait laissée dans le micro-ondes et que je n'avais pas trouvée donc, car elle l'avait prise avant moi. Après avoir examiné l'homme, on a découvert que c'était en fait un homme qui faisait des trafics d'organes et qui comptait me tuer moi pour vendre mes organes